Bonjour les troisièmes. Alors, on se retrouve pour ce premier cours enregistré concernant la séquence d'histoire sur le monde bipolaire, c'est-à-dire l'opposition entre le bloc de l'Ouest et le bloc de l'Est. Pour faire simple, les Américains et leurs alliés du côté capitaliste, du côté occidental, donc du côté Ouest, face aux Russes, soviétiques, communistes et leurs alliés du côté Est. Et donc, on va faire cette séquence pour justement comprendre quels sont les conflits idéologiques entre ces deux blocs, comment s'est manifestée cette guerre froide, pourquoi on l'appelle guerre froide, et puis comment ça s'est manifesté, et puis bien entendu comment a été vu finalement l'équilibre du monde pendant toute cette période qui va quand même de 1947-49 à 1991, donc quand même une grande partie du XXe siècle est marquée par cette opposition entre ces deux géants qui sont les États-Unis et l'URSS. Alors, toujours une vidéo en deux parties, avec la correction des exercices et l'explication du cours, le travail à faire pour la prochaine fois, et bien entendu, il faut avoir le diaporama et le cahier pour pouvoir faire les exercices. Alors, vous avez, j'espère, noté le titre de la séquence, donc un monde bipolaire, au temps de la guerre froide, la problématique, qu'appelle-t-on la guerre froide et comment se manifeste-t-elle? Et puis, vous avez donc, pour commencer, le début de la première séance, quel nouvel ordre mondial se met en place après 1945. C'est vrai qu'on avait fini la Seconde Guerre mondiale, on était tout de suite passé sur le cas, on va dire, français et sur le cas de la décolonisation. Moi, j'aimerais qu'on parle plutôt des relations internationales, cette fois-ci, non plus des relations, on va dire, internes à certains pays, mais plutôt des relations, on va dire, bi- ou tripartites, par exemple, c'est-à-dire entre deux ou trois pays. Comment fonctionnaient ces relations entre pays après 1945. Et donc, pour cela, vous aviez un document vidéo, la création et le rôle de l'ONU, et puis vous aviez un deuxième document qui vous montrait l'organigramme un peu d'explication, qui explique comment fonctionne cette organisation des Nations Unies. Alors, déjà, première question, quand l'ONU est-elle créée? Alors ça, normalement, si vous avez regardé la vidéo, vous trouvez tout de suite l'information. C'est créé le 26 juin 1945, donc tout simplement après la fin de la Seconde Guerre mondiale. En Europe, on est toujours en conflit avec les Japonais, les Américains sont toujours en conflit avec les Japonais sur la partie, on va dire, pacifique. Mais par contre, en Europe, on a en juin, l'armistice, on va dire la capitulation allemande a déjà été signée, donc on a fini le conflit et maintenant on est en train de penser quel est le monde qu'on va mettre en place après ce conflit aussi meurtrier et aussi dévastateur pour le continent européen, mais finalement pour énormément de territoires dans le monde entier. Donc, ces principaux pays vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale vont se mettre d'accord sur la création d'une nouvelle organisation internationale qui permettrait de résoudre les conflits avant qu'ils s'enveniment assez pour déboucher sur un conflit qui soit un conflit ouvert, une guerre avec toutes les conséquences qui vont avec, c'est-à-dire le nombre de morts, les destructions et les années de souffrance, bien entendu, pour les pays qui sont concernés. On avait déjà eu une création, vous vous souvenez, à la fin de la Première Guerre mondiale, d'une organisation similaire, la SDN, la Société des Nations, mais cette Société des Nations avait montré des limites. Tout simplement, déjà, elle ne concernait pas l'ensemble des pays mondiaux, du monde. En même temps, elle était assez limitée dans ses attributions. C'était un lieu d'échange, de dialogue, mais quand un pays était belligé, on va dire belliqueux, quand un pays voulait vraiment imposer sa vision et surtout sa domination sur des pays voisins, la SDN n'avait tout simplement pas les moyens de l'en empêcher. C'est pour ça que cette SDN n'avait pas empêché la Seconde Guerre mondiale. Donc là, l'ONU, l'objectif, c'est de faire une organisation similaire, mais peut-être un peu mieux encadrée et plus puissante pour pouvoir justement contrôler et empêcher un prochain conflit. Alors, c'était justement la question numéro 2, quels sont les objectifs de cette organisation? Donc, comme je vous l'ai dit, déjà, premièrement, maintenir et préserver la paix dans le monde, ça devient vital. 2 conflits mondiaux en moins de 50 ans, c'est tout simplement quelque chose qu'il ne faut pas revivre, tout simplement parce que ça pourrait être la fin de l'humanité, tout simplement. Donc là, il faut trouver une solution pour empêcher les pays de revenir dans une guerre qui soit aussi meurtrière que la précédente. Les 2 premières guerres mondiales ont montré que la première a été meurtrière au niveau des pertes militaires, quelques pertes civiles quand même aussi. La deuxième, c'est encore plus de pertes et surtout beaucoup plus de pertes civiles et des destructions encore plus, on va dire, exceptionnelles. Là, franchement, il faut essayer de se dire que s'il y a une nouvelle guerre qui se déclare, il y a de grandes chances qu'on ne s'en relève jamais. Donc il faut vraiment, priorité numéro 1, préserver la paix dans le monde. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi faire respecter les droits de l'homme. Ça, c'est quelque chose qui tient à cœur des pays qui vont créer l'ONU, c'est-à-dire mettre en place
finalement toutes ces idéaux humanistes, on va dire, qui vont permettre de faire respecter des droits, on va dire, universels pour l'ensemble des êtres humains sur la planète. C'est-à-dire qu'on va pouvoir, à un moment donné, essayer de faire respecter un certain nombre de règles dans des pays qui ne sont pas forcément des pays qui vont être d'accord, c'est-à-dire on va réussir à essayer, ou du moins on va essayer de réussir à imposer des droits de l'homme dans des zones où ils n'existent pas, ou en tout cas où ils sont bafoués. Alors bien sûr, c'est de la théorie, on n'est que dans l'objectif, dans le projet, dans la réalité, on va voir que parfois c'est pas parce qu'on a l'idée ou parce qu'on a l'ambition de faire quelque chose qu'on y arrive ou qu'on se donne les moyens d'y arriver. Alors, la dernière idée, c'est de diffuser le progrès et l'éducation dans le monde. Ça, c'est aussi un autre secteur dans lequel l'ONU va essayer d'intervenir pour essayer de faire en sorte de faire progresser cette humanité. On a vraiment une vision positive et une vision de progrès d'avenir. D'accord ? C'est vraiment quelque chose qu'il faut retenir avec cette ONU. Alors, ensuite, vous aviez la question 3 qui permettait de voir où se situe aujourd'hui le siège de l'ONU. Il se situe à New York. Ça, c'est important de souligner. Pourquoi New York ? C'est aux États-Unis. C'est un des pays qui est, le plus important de la fin de la Seconde Guerre mondiale. C'est une zone qui est considérée comme le Nouveau Monde, l'endroit où on pourrait donc reconstruire un monde nouveau, tout simplement. Et c'est pour ça qu'on le place à New York, donc dans une zone qui est une zone détenue par un vainqueur de la Seconde Guerre mondiale. C'est pas un hasard si on l'a pas mis, je ne sais pas, moi à Rome. Ça n'aurait pas été possible de le mettre à cet endroit-là, vu le contexte de l'époque. Alors, ensuite, vous aviez une question suivante. Quels sont les membres permanents du Conseil de sécurité? Quel pouvoir spécial possède-t-il? D'accord, c'est pas la question 2, c'est la question 4. Alors, quel est le pouvoir spécial que possèdent les membres permanents et qui sont-ils? Alors déjà, les membres du Conseil sont notés ici. On a les États-Unis, on a le Royaume-Uni, on a l'URSS, on a également la France et la Chine. Alors pourquoi ces pays-là sont membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU? Tout simplement parce que c'est les grands pays vainqueurs, c'est les pays grands vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale. Les États-Unis, le Royaume-Uni, l'URSS et la Chine sont des pays qui se sont opposés au nazisme ou à la domination japonaise dans le Pacifique. Donc ils sont considérés comme les vainqueurs. Eux auront un droit spécial dans cette nouvelle organisation de l'ONU. Ils vont faire partie du siège, ils vont siéger au Conseil de sécurité de manière permanente, c'est-à-dire qu'on ne pourra jamais leur dire de ne pas venir, ils auront toujours le droit d'y siéger en tant que pays vainqueur. Et vous ajoutez aussi la France, qui est dans une situation un peu paradoxale, puisque la France en 1940, elle avait perdu, elle avait signé l'armistice avec les Allemands, mais comme le général de Gaulle était à Londres et qu'il a voulu finalement montrer qu'une partie de la France ne s'était pas résignée à la défaite et avait participé aussi à son échelle à la libération et bien entendu à la victoire contre le nazisme et contre Hitler, eh bien il a réussi, le général de Gaulle, à faire adhérer la France à ce groupe finalement des 5 qui sont au Conseil de sécurité de l'ONU de manière permanente. Donc ça, c'est un pouvoir fort. Ces 5 pays y sont toujours et peuvent avoir un droit spécial. Alors ce droit spécial, c'est tout simplement le droit de veto. Alors c'est quoi le droit de veto? Quand le Conseil de sécurité ou quand l'Assemblée générale de l'ONU prennent une décision, c'est-à-dire une décision concernant un conflit, concernant l'envoi par exemple de casques bleus, les casques bleus, c'est cette force militaire de l'ONU que va posséder finalement cette organisation, chose que la SDN n'avait pas. Là on a une force militaire qui appartient finalement à cette organisation. Alors ce ne sont pas tout simplement des extraterrestres, ça reste des militaires de pays, c'est-à-dire c'est des Français, ça peut être des Chinois, ça peut être des Brésiliens, mais qui vont à un moment donné être mandatés pour travailler au niveau de l'ONU. Et donc ça veut dire qu'ils vont quitter, on va dire, leur attribution habituelle dans le pays dans lequel ils sont en train de, ou ils, on va dire dans leur pays habituel, et bien entendu ils vont travailler cette fois-ci pour l'ONU, donc avec une vocation internationale. Donc ces 5 pays, comme je vous l'ai dit, ils ont un droit de veto, ça veut dire qu'ils peuvent dire à un moment donné, on n'est pas d'accord avec une décision, on va bloquer la mission, on va bloquer la résolution qui a été votée par l'Assemblée générale, on va empêcher une décision d'avoir un impact sur tel ou tel pays, sur telle ou telle zone du monde. Ça veut dire qu'on a quand même un joker, quand on fait partie de ces 5 pays-là, pour bloquer tout simplement le fonctionnement de l'ONU. Ça c'est quand même important et ça montre que vraiment qu'ils ont un rôle et une dimension qui dépasse celui des autres pays. Donc faire partie de ce club des 5, ça donne un pouvoir très très important.
Alors, à côté de ça, grâce à ça, vous devez me réaliser la carte mentale de l'organisation de l'ONU. Alors, moi, je l'ai déjà rempli et je vais donner des informations sur chacune des informations que j'ai notées ici. Alors, l'ONU, on doit retenir qu'il y a déjà ce Conseil de sécurité avec ses 5 membres permanents qui ont un droit de veto, bien entendu, et qui possèdent également d'autres membres élus pour 2 ans. C'est-à-dire que eux, ces membres, ils sont, à un moment donné, ils vont changer, ils vont revenir régulièrement à être remplacés. Tandis que les 5 membres permanents, ils restent tout le temps ici. Alors ça va avoir une importance, notamment dans la guerre froide, puisqu'on a vu, l'URSS et les États-Unis sont 2 membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU. Ça va forcément poser des problèmes quand ils seront en conflit l'un contre l'autre. Comment faire fonctionner l'ONU quand 2 de ses membres sont ennemis et peuvent à un moment donné bloquer à eux seuls, dès qu'ils le souhaitent, eh bien, les missions qui sont votées par l'ONU. Alors, l'Assemblée générale, elle qui concerne tous les pays qui font partie de l'ONU. Il y en a 193 donc, qui font partie de l'ONU. 193 pays sont affiliés à l'ONU, donc sont reconnus comme étant des pays officiels et ont donc des représentants là-bas. Cela traite de certains problèmes dans le monde. Ça va aller par exemple d'un conflit armé, par exemple en Syrie aujourd'hui. Vous allez avoir énormément de discussions, énormément de tentatives de résolution de conflits qui sont débattues et qui essayent d'être mises en place au niveau de l'ONU. Ça peut être aussi sur des questions humanitaires, ça peut être sur des questions, on va dire, de crise, on va dire, démocratique, ça peut être sur plein de sujets. Ce n'est pas forcément des guerres, mais en tout cas, c'est dans des zones où il y a des problèmes et qu'il faudrait essayer de les régler. On peut demander à cette Assemblée générale de l'ONU de trouver une solution pour éviter que soit la situation empire, soit que ça dégénère tout simplement aussi en conflit ouvert, armé et qui soit trop important. À côté de ça, l'ONU s'est dotée de certaines institutions spécialisées pour aider les populations. Alors certaines sont assez connues, l'UNESCO, l'UNICEF, l'OMS. On en parle beaucoup de l'OMS en ce moment, donc cette organisation mondiale de la santé qui va essayer de donner des directives qui soient suivies par l'ensemble des pays membres de l'ONU et membres finalement de l'OMS pour que on ait vraiment des plans, on va dire des stratégies au niveau de la planète ou au niveau de certaines régions. Ça permet tout simplement d'avoir une cohérence et peut-être de lutter plus efficacement contre des problèmes sanitaires ou des problèmes, on va dire, de pandémie comme aujourd'hui. Là, donc l'UNESCO, c'est plus pour la préservation du patrimoine mondial. Vous avez peut-être déjà entendu parler. Il y a certains sites qui sont classés, qui permettent à un moment donné de protéger, on va dire, ce qui apparaît comme étant un patrimoine précieux pour l'humanité. L'UNICEF, ça c'est plus à vocation pour aider les enfants. Ça aussi, je ne vais pas développer, je pense que vous connaissez assez. La Cour internationale de justice, c'est une cour qui est décriée. Une cour où on va tout simplement juger des personnes pour des crimes qu'ils auraient commis, notamment les crimes de guerre ou surtout les crimes contre l'humanité, c'est-à-dire des grands chefs de guerre ou des personnes qui ont participé au massacre de populations, ce genre de choses. Donc vous avez une cour internationale, ça veut dire qu'on va pouvoir des fois juger des gens en dehors de leur pays d'origine, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement le système judiciaire de votre pays qui va vous juger, ça peut être la Cour internationale de justice qui peut prendre des décisions pour vous, vous faire emprisonner par exemple. Ça c'est important, mais c'est une cour qui est aujourd'hui encore un peu critiquée puisque on considère par exemple que c'est plutôt une justice du vainqueur qui se met en place, c'est-à-dire que rares sont les criminels de guerre qui font partie du camp du vainqueur d'un conflit qui sont jugés dans cette cour. En général, on juge tout le temps les vaincus, c'est-à-dire après 1945, on va juger les criminels de guerre nazis. On peut juger aussi les criminels de guerre, par exemple japonais. Dans des conflits plus récents, vous avez le conflit du Kosovo, vous allez avoir des personnalités serbes qui peuvent être jugées parce que c'était donc eux qui ont bien sûr déjà à la base agressé et ensuite ils ont perdu la guerre dans les années 90 et une partie a été jugée dans cette Cour internationale de justice. Mais on n'a jamais vu par exemple de généraux américains ou britanniques ou de je ne sais quel autre pays qui pourtant ont commis des crimes être jugés dans cette Cour internationale. Donc ça montre bien que ce n'est pas quelque chose de complètement arbitraire, de complètement neutre, c'est plutôt arbitraire. Ça va sélectionner vraiment que ceux qu'on désigne comme les méchants. C'est un peu ce qui se passe. Voilà, mais bon, ça a le mérite d'exister, c'est quand même important, surtout quand des fois on a l'impression que certaines personnes peuvent commettre des crimes et rester impunies. Alors, à côté de ça, je voulais vous faire un dernier récit avant de finir cette vidéo sur le nouvel équilibre mondial après la victoire de 1945 et la création de l'OTAN et du pacte de Varsovie, qui vont être importants à connaître pour les séances suivantes. Alors ici, je vous ai mis une photographie de la conférence de Yalta, où vous avez les principaux responsables des pays qui sont alliés contre
l'axe de l'Allemagne, de l'Italie et du Japon. Vous avez ici Churchill, vous avez Roosevelt, vous avez Staline, hein, vous vous rappelez, c'est Staline qui est ici, qui se sont rencontrés à la conférence de Yalta en février 1945. Alors il y a eu plusieurs conférences entre ces grandes personnalités et bien, qui sont les grands dirigeants des pays qui sont en lutte pendant cette Seconde Guerre mondiale. Vous remarquerez que le général de Gaulle ne fait pas partie de cette conférence. Pour une raison très simple, le général de Gaulle n'est pas considéré à l'époque comme un dirigeant officiel. Ça explique pourquoi il n'est pas présent à cette conférence. On ne veut pas lui donner trop d'importance. On a peur à un moment donné qu'il influence les décisions alors qu'il n'a pas finalement tant de légitimité que ça à cette époque-là en 1945. Donc on a les principaux dirigeants qui font partie de cette conférence de Yalta qui vont décider qu'est-ce qui va se passer après la Seconde Guerre mondiale. On est en février 1945, on a tout simplement conscience que la guerre va se terminer, l'Allemagne va perdre tôt ou tard, d'ailleurs en mai ce sera fini, donc c'est quelques mois avant la fin. On est en train tout simplement de préparer le terrain. Qu'est-ce qu'on fait une fois que les nazis, une fois qu'Hitler a été défait, qu'est-ce qu'on fait dans le monde, qu'est-ce qu'on fait en Europe? Et donc on va essayer de mettre en place un nouvel équilibre mondial. Ce nouvel équilibre mondial, au départ, il semble un peu, on va dire, il va former un peu un consensus. On a les Russes, on a les Américains et les Anglais qui vont essayer de trouver un compromis, en sachant que, je vous rappelle, actuellement, ils sont alliés parce qu'ils ont un ennemi commun. L'ennemi de mon ennemi est mon ami. Les communistes et les capitalistes, c'est loin d'être les meilleurs amis du monde, au contraire. Donc Roosevelt et Churchill, à la base, c'est pas plutôt, on va dire, naturellement des copains de Staline, et inversement. Pourtant, ils vont se mettre d'accord et vont essayer de déterminer un nouvel équilibre mondial. Mais cet équilibre, il va être précaire. C'est-à-dire qu'après 1945, très rapidement, une fois l'état de grâce de la victoire de 1945 acquis, on va dire terminé, les enjeux et les rivalités vont ressurgir. Et là, ça va être qui domine, qui va ressortir comme le grand vainqueur de cette Seconde Guerre mondiale et qui va donc impulser on va dire, la grande dynamique stratégique et géopolitique de l'après-guerre. Et là, on a deux grands leaders, on va dire deux grandes puissances qui vont essayer de prendre le leadership de ce nouvel ordre mondial. Les États-Unis, qui vont réussir à, on va dire, récupérer autour d'eux tous les pays, on va dire, avec une dimension, on va dire, qui sont avec un environnement capitaliste, c'est-à-dire qui ont, on va dire, comment expliquer ça, qui ont, on va dire, des affinités naturelles avec les États-Unis. Et puis de l'autre, vous avez les communistes autour de Staline qui vont essayer de placer un autre modèle et qui vont essayer eux aussi de se développer. Donc il va y avoir un conflit très important entre les deux. Voilà ce que je voulais vous dire par rapport à cette partie. Alors, tout de suite, ils vont essayer de former un peu des clans. C'est pour ça que j'ai parlé de la création de l'OTAN et du pacte de Varsovie. L'OTAN, c'est l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, qui est créée en 1949 par les États-Unis autour de l'Atlantique, avec les principaux pays qui seront ses alliés, comme le Royaume-Uni, comme la France, par exemple. Et donc, ces pays-là vont être ensemble autour des États-Unis, ils vont demander un peu la protection des Américains, ils vont mettre à leur disposition une certaine partie de leurs ressources militaires et vont permettre aux Américains de s'installer sur leur territoire pour y installer des bases. L'objectif, c'est empêcher une future invasion communiste en Europe de l'Ouest. Forcément, Staline, quand il voit ça, il n'est pas très content, et lui-même va donc créer le pacte de Varsovie en 1955, et tous les pays qui sont finalement communistes, qui sont autour de lui, il va les englober dans ce pacte qui est en fait une alliance. Vous allez avoir la Pologne, par exemple, vous allez avoir donc la Yougoslavie dans un premier temps. Donc plein de pays qui sont à la base communistes qui vont donc se retrouver rattachés à l'URSS et qui vont donc faire écran à cette OTAN. On a donc deux alliances rivales. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc on a en gros ces deux blocs. Vous voyez donc l'OTAN face au pacte de Varsovie qui est donc ici et qui montre bien qu'on a une séparation du monde entre l'Ouest et l'Ouest. Voilà un peu ce que je voulais vous dire dans cette première vidéo. J'espère que vous avez compris un peu quel équilibre est en train de se mettre en place. Désormais, pour la prochaine fois, je vous demanderai de travailler sur un des moments clés de cette guerre froide, c'est tout simplement le conflit qui se déroule à Berlin. Donc là, c'est ce que vous allez avoir à faire, c'est les diapositives 5 et 6, c'est le début du conflit à Berlin, et ça vous permettra de mieux comprendre cette guerre froide, qui n'est pas un conflit ouvert, mais qui est un conflit un peu différent et qu'il va falloir essayer de comprendre. Et donc la prochaine vidéo sera donc publiée mardi 9 juin. D'ici là, faites bien votre travail et à la prochaine.